Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 120. Et en préambule de cette chronique, je tiens tout d'abord à vous souhaiter une bonne et heureuse année à toutes et à tous, 2019. Et donc, rentrons dans le vif du sujet. J'ai intitulé cette chronique, effectivement, l'abandon des socialistes, d'une manière générale, de la gauche, l'abandon de cette structure, de ce mouvement se revendiquant d'une certaine philosophie et théorie qui aujourd'hui n'a absolument plus, je dirais, de fondement, et c'est pourquoi les socialistes abandonnent de manière définitive ce qu'on pourrait appeler les classes populaires ou la classe du peuple. Nous en avons l'exemple aujourd'hui très sérieusement avec le phénomène Macron qui, quand même, je dirais, utilisé le tremplin entre guillemets du Parti socialiste pour se faire élire à la haute chaise de l'État. Alors, finalement, que reste-t-il de ces valeurs du Parti socialiste qui n'a fait que de trahir, de trahison, dont Mitterrand en est la bonne incarnation? Et comment pouvons-nous établir, et surtout, quelles sont les convictions culturelles, puisque le politique et l'économique, ou même le collectivisme, cher à Rousseau, a été abandonné. Bien entendu, les convictions culturelles de la gauche s'établissent aujourd'hui sur l'immigration, voire sur une certaine complaisance d'un islam, je dirais, peu recommandable. Bien entendu, cela sans dire, cette structure, ce parti à la remorque du cosmopolitisme, du mondialisme, est là pour promouvoir et exacerber une certaine forme de diversité qui finalement au fond cache mal sa réalité communautariste. Donc, premièrement, appelons un chat, les communautés religieuses, notamment, je dirais, les traditions religieuses musulmanes, cas d'espèce, qui n'ont pas peur de le dire, le droit, je dirais, à tous les égards des élus socialistes. Je ne vais pas énumérer, mais cela est intéressant, comme par exemple la cession quasi gratuite de terrain pour la construction de mosquées, les soirées du Ramadan, ou encore une souplesse dans le discours concernant le voile islamique, ou les conditions d'abattage rituel. Et bien entendu, tout cela muet, on ne le dira pas, mais par l'argent des frères musulmans, par le biais des banques des pays du Golfe. Alors, soyons honnêtes, soit la gauche renie ses convictions, je dirais ses convictions politiques et économiques, puisqu'aujourd'hui elle est rentrée dans le culturel, et en cela effectivement, nous sommes aujourd'hui dans une constatation où la gauche a complètement trahi l'idéal et les intérêts de la classe ouvrière, et ses convictions culturelles, si tant est qu'on puisse appeler cela des convictions pour des raisons purement et bassement stratégiques, soit elles profitent de la présence de l'islam en France pour discréditer définitivement et discriminer tranquillement les classes ouvrières, mais également s'attaquer, faisant une pierre de coups, aux traditions historiques de ce pays. Bon,
n'ayons pas peur du mot et d'utiliser les sens comme il se doit. Aujourd'hui, cette nouvelle conception du monde, je dirais, du Parti socialiste, qui n'a même plus l'audace de s'appeler socialiste, et c'est tant mieux du reste, puisqu'il se nomme social-écologie, donc appelons-le comme lui-même se définit. Il est égalitaire au niveau post-humain, il est cosmopolite, donc il va à l'encontre même de la nation. Donc le socialisme originel s'est établi dans un concept de nation, dans un concept de protection, d'attache. Et nous sommes bien entendu, en cas d'espèce, dans un glissement tendanciel de l'électorat. Alors, ce glissement tendanciel, puisqu'ils s'appellent eux-mêmes cette phrasologie, une sorte de stratégie électorale socialiste qui finalement, au fond, de stratégie en stratégie et d'échec en échec, a eu pour conséquence finalement aux dernières élections de ne faire que 6%. Bien entendu, cette stratégie qui aujourd'hui est incarnée par le phénomène gagnant, perdant selon la conception qu'on peut avoir ou l'espace géographique là où on se situe, où Macron est l'élément décomplexé d'un parti socialiste n'ayant pas pu faire son grand virage libéral et capitaliste. Macron, lui, par contre, n'ayant pas ses attaches historiques, a su le faire, tout en utilisant bien entendu le tremplin du Parti socialiste. Alors bien entendu, ce parti a été de trahison en trahison, et bien entendu, il a exclu dans sa stratégie des valeurs la conception, je dirais, de l'accès aux lumières, et il refuse absolument que sa doxa soit remise en cause. Alors, ce glissement électoral, le plus important, s'opère vis-à-vis, je dirais, de ce qu'il appelle les classes populaires, électorat, s'il en est, naturel du socialisme depuis Marx, et qui font plus, je dirais, désormais l'objet d'une stratégie complémentaire, puisque, n'ayons pas peur de le dire, les tendances sont au basculement des classes populaires à droite, puisque déçues de la trahison de la gauche. Et que de surcroît, le Front National, s'il en est, ce parti qui contient le mécontentement, se place en défenseur de cette classe, reprenant des termes du Parti communiste des années 70. C'est désormais, je dirais, une stratégie difficile pour le socialisme que de s'adresser aux classes populaires. C'est une des raisons pourquoi aujourd'hui, elle est plutôt dans une dynamique d'une certaine révolte de l'élite, et cette désertion des classes populaires qui se plaint de la vacuité du pouvoir du politique sur l'économie et qui conserve les habitudes, je dirais, réactionnaires, pourtant, je dirais, pas nouvelles. Rappelez-vous, en son temps, Jean-Paul Sartre se plaignait déjà du fait que la classe ouvrière n'est pas profondément anticapitaliste, puisque le crédit lui donnait un répit et lui permettait d'avoir accès à une certaine forme d'aliénation matérielle. Reprenons également Herbert Marcuse, ce prolétariat est devenu principal soutien du système et qui aujourd'hui se retourne contre lui, puisque on peut le constater avec la présence des gilets jaunes dans les rues de notre pays. Et je terminerai par cette petite phrase importante de Pasolini, qui au début de
ces lettres luthériennes affirmaient qu'il n'y a plus de culture populaire à opposer à une culture libéralo-capitaliste, bourgeoise, parce que les deux se sont rejointes et confondues dans une même consommation de masse uniforme. Alors, puisque le socialisme n'en a plus, je dirais, s'il en a la couleur et s'il en a l'odeur, il n'en a plus réellement l'éthique, l'idée et le principe politique et économique. Et le drame permanent du socialisme, c'est que le prolétariat n'a pas encore conscience de ce qu'il est destiné à régner sur un monde nouveau, ou se réapproprier d'une manière générale sa constitution, son outil de travail, son drapeau, sa nation. Et c'est bel et bien aujourd'hui le drame du socialisme, ce qui aussi que le parti doit faire pour instruire, comme disait Marx, éduquer les masses et leur faire prendre conscience de leur destin. Et cette problématique de fond, inhérente au socialisme, trouve dans le socialisme, je dirais, un visage cosmopolite et capitaliste et libéral, l'abandon pur et simple des classes sociales qui n'ont pas accès, bien entendu, aux lumières du progrès. Il suffit de faire un état général des lieux pour s'apercevoir que le petit peuple est aujourd'hui placé en précarité face à une classe parisianiste qui n'a plus du tout de contact avec cette première. Alors, soyons, je dirais, réalistes dans le fait que cette superclasse mondiale, puisque c'est de cela que nous parlons aujourd'hui, j'ai étayé cette audio avec une petite image marquant cette nouvelle équipe après 82, dont on peut constater effectivement la présence de Jacques Delors, de Jacques Attali et de Michel Rocard, mon roi, de cette nouvelle phase du pragmatisme et de l'entrée dans plus d'Europe et moins de social, et bien entendu dont le nouvel ennemi fut, je dirais, l'Union soviétique avec le Comecom et le pacte de Varsovie. Cela est une autre histoire, mais ça rentre en ligne de compte. Alors même si effectivement cette superclasse mondiale, puisque c'est à cela que devait aspirer ce parti en s'émancipant de ces chaînes nationales et populaires, c'est en effet sur l'émancipation du pouvoir économique et financier vis-à-vis de la souveraineté du politique dans les sociétés occidentales, et plus particulièrement la société française. Tout d'abord, je devrais préciser qu'il y a une émancipation territoriale avec la mondialisation des échanges et de ce qu'on pourrait traduire comme étant la déterritorialisation de la richesse, une émancipation de la matérialité, de l'argent et de l'économie elle-même, avec son lot de financiarisation et d'un capital fictif. Enfin, une émancipation sociale, puisque la fin du socialisme, entre guillemets, réel, marqué par la chute de l'URSS et par le ralliement de la gauche au néo-capitalisme mondialisé et spéculatif, signifie que désormais le patronat et les super riches n'ont plus peur du peuple et qu'ils peuvent en outre en changer à volonté avec la délocalisation et l'utilisation de l'immigration. Bon, le nouveau pouvoir économique et financier mondialisé ne reconnaît plus aucune limite à son développement, ni à son pouvoir. On le voit, différents éléments de ceux qui souscrivent à cette
nouvelle doxa, que ce soit le LGBT, que ce soit également la promotion du sans-papiérisme, la promotion également, je dirais, des réfugiés, qu'on traduit aujourd'hui comme réfugiés, qui naguère on appelait cela des clandestins. Nous avons également une nouvelle façon d'interpréter, une nouvelle intégration de nouveaux termes, de nouveaux mots qui changent au gré des intérêts de la situation. Et donc le nouveau pouvoir économique et financier mondialisé, aujourd'hui, dans son outil, son instrument, c'est pour ça que je ne cesse de dire que les Gilets jaunes n'ont absolument aucune idéologie à mettre face à Macron, qui lui, Macron, est droit dans ses bottes, il est conscient de son intérêt d'hyperclasse, il est également, je dirais, alerte concernant l'outil qu'il revendique, et ensuite, il est conscient du marché qui lui est favorable. Or, en face, il n'y a que des révoltes soréliennes, des révoltes spontanées, n'ayant à proprement dit très peu, je dirais, de fondement, de ciment fédératif permettant une organisation de naître de cette révolte spontanée. Et finalement, à mon sens, je pense, alors je ne lis pas dans le mar de café, mais je pense qu'elle s'essoufflera, qu'elle se fatiguera, et finalement qu'elle disparaîtra dans les méandres de l'obéissance. Alors revenons effectivement au nouveau pouvoir économique, dont son instrument, le néo-capitalisme, repose, je dirais, sur une logique de fuite en avant, par la création de besoins sans cesse renouvelés et étendus à toute la planète, puis à la nature de l'homme lui-même, avec ce qu'on pourrait déterminer comme étant la révolution culturelle des années 60. Le néo-capitalisme s'est rallié en effet à l'idéologie libertaire. Nous en avons, je dirais, des réceptacles ou des représentants tels que Daniel Cohn-Bendit, il n'est pas un hasard qu'il fut sur les barricades en 68 pour détruire le mouvement ouvrier et qui aujourd'hui appelle de ses voeux, en participant au gouvernement Macron, de détruire la révolte spontanée des Gilets jaunes. Vous voyez comment ces individus ont pu évoluer d'une façon cohérente. Alors, le néo-capitalisme, comme je le précisais, s'est rallié en effet à l'idée libertaire et hédoniste comme levier en faveur de l'expansion de la société de marché. Le terme qui serait plus intéressant et à utiliser, c'est le jouissant sans contrainte. Rappelez-vous, Laurent Fabius lui-même, sur les barricades, scandait « Il est interdit d'interdire ». Tous ces slogans des 68 arts, qui a ouvert la voie, je dirais, au consommons sans limite, et effectivement, notamment grâce, je dirais, à l'explosion du crédit, à l'ahurissement publicitaire, et grâce à la déconstruction méthodique des obstacles culturels, sociaux, économiques, et à la domination de l'argent, présentés comme des ringards, machos, réac, ou faisant, je dirais, l'apologie d'un autre temps, où Marx est dépassé, où le socialisme n'est plus de première urgence, et cela avec le précieux concours des idiots utiles, de l'oligarchie, de l'extrême gauche et de la droite dollar. Alors, il faut, je dirais, il faut préciser
parfois par le ton quand on parle de l'expression superclasse mondiale qui renvoie concrètement à une triple réalité. Tout d'abord, il s'agit d'une classe, donc un groupe social qui est conscient de ses intérêts par rapport à la classe des gueux qui a disparu, qui aujourd'hui se bat dans une réalité de déflagration sociale, identitaire, communautariste, et qui n'a même plus la possibilité d'avoir un boulevard d'éclaircissement. A contrario, cette classe qui présente des traits particuliers, durables, et qui, je dirais, le distingue des autres, et cette classe se situe au-dessus, super ou hyper selon la phraseologie de l'économie qui est définie, donc, des anciennes élites nationales et hors de la portée, voire de la vue des peuples. C'est quand la synarchie se mondialise, c'est quand une partie des grands financiers constate qu'effectivement le moyen de spéculation n'est plus au niveau national ou européen, mais bel et bien au niveau mondial. À cela, je vous invite à visionner un film de Jean Gabin qui s'intitule Le Président. Jean Gabin, dans l'Assemblée nationale, fait une allocution magistrale, déjà à cette époque, sur les lobbies et, je dirais, les intérêts de cette hyperclasse en devenir. Alors cette classe est tout d'abord transnationale. Son mode d'action est mondial, comme son projet cosmopolite. Il a besoin de vendre des produits dans les quatre coins du monde, donc automatiquement garantir une vision d'intérêt de tout à chacun. Et cette superclasse se présente comme un ensemble de quatre cercles concentriques qui a la richesse ou l'argent comme dénominateur commun, et cette richesse provenant principalement de la financiarisation de l'économie et de la dérégulation et de la mondialisation fatale. Bon. Alors, je ne vais pas rentrer dans les chiffres de ce qui possède quoi et qui a plus de valeur que d'autres. Aujourd'hui, nous sommes, je dirais, dans une définition où nous pouvons constater que les moyens d'action de la superclasse mondiale est constitué de la mise en place de la post-démocratie, et dont l'Union européenne constitue le laboratoire. Alors beaucoup de gens sont pour l'OTAN, ont des imaginations très fécondes, s'imaginent que l'OTAN va redevenir, ou deviendra, ce qui n'a jamais été finalement au préalable, je dirais sa première fonction, deviendrait le bras armé de Orban ou du pacte de Visegrad, ce qui est une notion complètement aberrante. Aujourd'hui, soyons dans la réalité. Et effectivement, l'Union européenne constitue le laboratoire, et c'est ainsi le laboratoire du mondialisme et du cosmopolitisme. Alors, je reprends je dirais, cette conception que peut avoir notre œnologue, puisque est œnologue celui qui est de l'hyperclasse, et ivrogne de comptoir celui qui est de la classe ouvrière. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, celui, vous savez, qui est un peu porté sur les spiritueux. Il en donne une définition tout à fait particulière et à sa manière, et il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Les choses sont dites. Alors, selon cette curieuse conception, la démocratie ne correspondrait plus donc à un processus politique, voire même à un processus électoral par lequel le peuple désigne ses représentants, et la démocratie représentative élective, je dirais, ou bien prend lui-même certaines décisions, c'est-à-dire la démocratie participative, mais à un contenu normatif,
et la démocratie serait finalement une expression politique conforme aux valeurs de l'Union européenne, en réalité à l'idéologie libérale libertaire qui la sous-tend, ainsi par exemple l'indépendance des banques centrales, l'accueil des migrants ou des réfugiés, où le droit, comme je l'ai précisé, des homosexuels serait des valeurs démocratiques. Rappelez-vous ce que disait Cohn-Bendit, la démocratie, c'est, je dirais, la protection des minorités, et non pas, je dirais, l'ensemble des individus qui désignent les représentants du peuple, l'accueil des immigrés, et bien entendu, tout cela serait des valeurs démocratiques et par voie de conséquence deviendrait factieux, fascisant ou populiste ou nostalgique de démocratie populaire, celui qui s'écarterait de cette doxa et qui serait finalement l'apologétiste de la dictature. Alors oui, effectivement, l'Union européenne incarne en effet le laboratoire du nouvel ordre post-démocratique que veut promouvoir partout la superclasse mondiale en se garantissant la part belle de vivant dans des quartiers ultra protégés, dont les loyers sont tellement inaccessibles qu'ils ont deux barrières, la barrière du statut, la barrière financière, ne permettant pas aux autres de pouvoir accéder à leur protection, en laissant les populations se débattre dans des villes de plus en plus, je dirais, insécurisées, où même les peuples n'ont quasiment pas le pouvoir de s'opposer, puisque leurs outils, leurs institutions, leurs drapeaux, leurs nations, leurs frontières, tout leur a été exproprié. Et bien entendu, tout cela est mis en œuvre par les autorités européennes non élues, où les États n'ont plus que des pouvoirs résiduels et sont devenus les mandataires d'un système opaque et lointain qui contourne la souveraineté populaire, où l'alternance politique cache l'absence finalement d'alternatives politiques. Soyons honnêtes, regardez l'évolution. Nous avons vécu la cohabitation, un président de droite, un gouvernement de gauche, et, et vice-versa, pardon, pour finir en fait d'un Macron qui fait toutes ses classes au Parti Socialiste venant de la banque Rothschild et qui, une fois au pouvoir, fait une politique ultra-libérale. Donc aujourd'hui, nous avons bien entendu, dans cette nouvelle conception, où la post-démocratie se met aussi en place, par exemple aux États-Unis, comme le démontrent les campagnes médiatiques incessantes, faisant l'éloge et la promotion du couple Clinton, et bien entendu, ma foi, il y a des moments où tous leurs calculs et tous leurs plans dérapent. Je vous renvoie au deuxième volume du Déclin de l'Occident de Zsa Spengler, qui explique bien justement les dérives incontrôlables et incessantes, effectivement, des peuples. Alors, même si aujourd'hui, aux États-Unis, se situe pourtant à l'épicentre de la superclasse mondiale, le peuple se voit retirer le droit de changer de politique. Cette nouvelle conception, ce qu'on appelle la post-démocratie, repose notamment sur la mise en tutelle des majorités au nom des droits des minorités, rappelez-vous la phrase de Cohn-Bendit, ce qui revient à déconstruire autrement la démocratie et à faire du règne des minorités comme étant, je dirais, le réceptacle en moins cher de l'hyperclasse. Donc, cette superclasse mondiale instrumente ainsi et cyniquement certains groupes transformés en minorités, dont l'habillage sera la souffrance par la magie médiatique contre l'ordre politique et social des États. L'instrumentalisation, ou l'instrumentation, pour qualifier le terme de façon plus exacte, a commencé par des groupes ethniques dont l'exemple vient effectivement des États-Unis, suivi ensuite par les féministes. En France, je dirais même
elle est à la racine de l'opération d'SOS Racisme. Et rappelez-vous, ce mouvement de récupération après la génération Mitterrand désabusée, le fameux Touche pas à mon pote, initié dans les années 80 par le Parti socialiste et l'Élysée, l'instrumentation, je dirais, ensuite portée sur les minorités sexuelles prétendument opprimées par la société patriarcale, je dirais, autochtone et hétérosexuelle, et la liste des minorités opprimées ne cesse de s'étendre. En effet, nous sommes le pays par excellence de l'associatif, en bien entendu laissant absolument la classe ouvrière se dépêtrer de ses problèmes économiques et sociaux, en abandonnant la doxa des classes populaires et de la réalité socialiste. Alors me direz-vous, à chaque fois l'instrumentation des minorités a permis de déboucher sur des législations censées lutter contre les discriminations dont elles feraient l'objet, je ne le nie pas, et qui en réalité restreignaient petit à petit les libertés et les droits de la majorité. Or, quand nous sommes socialistes, ce qui est mon cas, la majorité est fondamentale, et celle qui décide, je dirais, de l'initiative globale. Alors aujourd'hui, même si certains veulent nous faire croire que l'Union européenne serait le seul rempart contre la Russie, damnée Russie, n'oublions pas que cette Union européenne a une doxa bien précise qui est de détruire l'âme des peuples. Et bien entendu, au-delà de l'âme des peuples, son outil de travail, ses institutions, son social, bref, son socialisme. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Cela est un petit clin d'œil sur cette génération de trahison perpétuelle qui aujourd'hui conduit Macron d'une façon décomplexée au gouvernement et dont tous ces pleutres responsables ont su tenir la barque assez, je dirais, assez intelligemment afin de nous amener aujourd'hui à une certaine forme de mondialisation et de cosmopolitisme contre le socialisme des peuples. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine chronique.